tout d'abord vous dire bonsoir, Anissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que c'est pas simple de revenir sur ce qui s'est passé ce soir-là, il y a 10 jours. Le souvenir est encore très fort, très vivace. Vous étiez donc avec votre mari et vos 4 enfants dans votre appartement situé au 4e étage de l'immeuble lorsque l'incendie a commencé à ravager le bâtiment. C'est ça. Ce soir-là, c'était terrifiant. Je n'ai pas pris conscience tout de suite de la gravité et de l'ampleur de la situation. Je m'en suis rendu compte au fil des minutes, au fil du temps. Et c'est vrai que je prends conscience de plus en plus de la chance que nous avons eue d'être en vie. C'est un miracle, oui, en quelque sorte. Ce soir-là, c'était vraiment épouvantable. En quelque sorte. Et je me pose des questions, à savoir comment nous aussi, nous ne sommes pas passés par la fenêtre comme ma voisine de palier. Ma voisine de palier qui n'a pas eu d'autre choix que de faire ce qu'elle a fait. De sauter. Alors c'est facile de dire que cette dame... oui, de faire oui. Alors c'est facile de dire que cette dame a paniqué, c'est pas le cas. Elle était contrainte de le faire parce qu'elle n'avait plus le choix. Les flammes noires, les fumées noires, les flammes ne lui ont pas laissé le choix. Et je pense qu'après, eh bien, c'était notre tour. C'était notre tour. Expliquez-moi comment vous avez réagi, comment ça s'est passé concrètement? Vous vous êtes réveillé, vous avez senti de la fumée, et comment vous avez réagi à ce moment-là? C'est ça, alors on est réveillé par la fumée et puis on n'y croit pas trop. On se dit qu'on va quand même pouvoir sortir et descendre normalement. Sauf que c'est pas le cas, sauf que on se rend très vite compte que la fumée est vraiment très dense et que techniquement c'est impossible. À partir de ce moment-là, on essaye de trouver des solutions de survie. Moi j'ai noué des draps les uns aux autres en me disant que peut-être ça pourrait m'aider au moins à sauver les enfants. Bon, j'en suis pas arrivée là. Mais oui, vous sentez plus vos jambes, vous tremblez, vous arrivez plus à réfléchir. Jusqu'à maintenant, je suis quelqu'un qui, d'ordinaire, a l'esprit très vif. Et je me rends compte que je n'imprègne plus comme avant, je ne réfléchis plus comme avant. J'ai des moments où je suis obligée d'écrire pour comprendre ce qu'on me dit. C'est très traumatisant. C'est une situation vraiment qui est gravissime. Vous êtes encore sous le choc 10 jours après, en fait. On a eu la visite... mais totalement, totalement. Et le fait d'être encore ici, hébergé dans des conditions précaires, n'arrange rien. Le ministre, M. Darmanin, était venu sur place. On s'est dit que les choses seraient donc prises au sérieux, mais 10 jours après, on est encore dans une promiscuité avec les uns et les autres. Ça crée des tensions, ça crée des pressions, enfin, on a vécu des moments difficiles. Pour ma part, personnellement, je ne vais pas m'étaler sur mon cas, mais vraiment, je sens que... Vous êtes prise en charge psychologiquement? À le dire, que ça devient... Oui, alors on a eu la visite d'une psychologue aujourd'hui seulement. Bon, bah, c'est bien, on a pu s'exprimer, mais 10 jours après, je pense que c'est un petit peu tard. On a aussi des associations qui nous encadrent et qui nous aident à trouver des repas de manière bénévole. Alors je leur dis merci,
mais parfois ils sont maladroits et c'est la faute à personne, mais c'est dur. Vraiment, c'est dur. Mais Anissa, je voudrais Anissa, qu'on revienne... Anissa, je voudrais qu'on revienne sur cette soirée-là. Et après, on parlera effectivement de la situation actuelle, la difficulté de vous reloger. Visiblement, 10 jours après, c'est pas encore fait. Mais moi, je voudrais comprendre comment vous avez réussi à évacuer cet immeuble en feu. Parce que vous aviez vos enfants. À un moment donné, il y a eu une séparation, si j'ai bien compris, entre vos enfants, une partie de vos enfants, et vous avec le petit dernier. Oui, oui, oui. Alors, mes 3 plus grands sont passés par la fenêtre. Par l'échelle des pompiers. Cette échelle, malheureusement, s'est bloquée. Du coup, la nacelle qui était censée les transporter s'est mise en sécurité. Et mes enfants ont descendu cette échelle pied à pied. Tout seuls, donc vaillamment, ils ont réussi à descendre et suivre les consignes des pompiers. C'était dangereux, ils n'avaient pas d'harnais, ils n'avaient rien du tout. Ils ont descendu du 4e étage cette échelle à reculons, et puis moi et mon mari et mon petit dernier, on a été escortés par les sapeurs-pompiers avec des masques à oxygène en passant par l'escalier intérieur. D'ailleurs, je voulais pas y aller. Le pompier m'y a contrainte parce qu'il m'a dit que c'était pas possible avec l'échelle, alors il fallait passer par là. On arrive dans cet escalier, là c'est une vision d'horreur. Je crois qu'il y a des gens qui sont pris au piège par la fumée et qui sont morts dans les parties communes. C'est terrible. C'est dur et je sais combien le travail des pompiers a été rendu difficile par l'état de cet immeuble. On peut pas ignorer cela. On ne peut pas ignorer cela. Je sais qu'il y a eu des défaillances au niveau des normes de sécurité dans cet immeuble. J'ai l'impression qu'on a beau le dire et le répéter, c'est difficile à entendre, c'est difficile à croire. Et pourtant, c'est le cas. La porte arrière de l'alcôve était soudée. Elle a été soudée parce que l'administrateur judiciaire l'a demandé pour éviter que les jeunes puissent prendre la fuite par l'issue arrière en cas de descente de la police. Donc oui, parce qu'il a été dit, Anissa, cette porte soudée. Anissa, il a été dit que le hall de votre immeuble était un point de deal. Et donc, effectivement, cette administration judiciaire aurait soudé, si je comprends bien, condamné cette porte pour coincer les jeunes. Est-ce que c'était un point de deal, l'immeuble ? Oui, je pense que c'est un secret pour personne. Tout le monde le sait. Ça a été dit 1000 fois. Donc, il y a une enquête en cours. Tout le monde avait conscience de cela. Bon, maintenant, on sait que la police est en train de faire son travail pour mettre en cause ou pas les jeunes qui avaient pris place dans ce hall d'immeuble. Mais au-delà de ça, il faut aussi prendre en compte les responsables qui ont laissé dépérir cet immeuble, et ça a donné aussi une permission à ces jeunes de s'installer là en toute impunité. Il y avait un laxisme. Je ne saurais pas l'expliquer, comment, pourquoi, mais c'était voilà, c'était comme ça. On ne pouvait rien y faire. On pouvait que subir, ou alors, si on ne voulait pas subir, on pouvait être courtois avec eux et cordial et conciliant. Et donc voilà, Anissa, si je comprends bien, donc le point de deal, un bâtiment avec des problèmes de sécurité, sans doute plus tout à fait aux normes. Les familles, les victimes, je rappelle le bilan, il est terrible, 10 morts, dont 4 enfants. Vous connaissiez ces familles, vous connaissiez ces enfants ?
Oui, oui, oui. Je vais essayer de garder un peu de sang-froid lorsque vous me posez cette question concernant les victimes. L'un des enfants de ma pauvre voisine était l'ami de mon fils. Et quand j'ai appris la catastrophe, j'ai eu du mal à l'admettre. J'étais dans le déni. J'étais dans le déni parce que je pouvais pas accepter que des enfants puissent mourir de cette manière-là. Je ne pouvais pas l'accepter. Vous savez, les médias, c'est beaucoup d'informations, c'est un flux d'informations en continu. Mais moi, je tiens à garder quand même à l'esprit qu'il faut que personne n'oublie. Qu'il faut que personne n'oublie, que cette enquête sera longue, que les responsabilités seront difficiles à dégager. Et même si c'est long, même si c'est compliqué de faire jaillir la vérité, ça sera dur. Il faut quand même qu'on garde à l'esprit que des enfants ont péri. Et que moi-même, j'ai des enfants. Et que ça aurait pu nous arriver. Ça aurait pu nous arriver, vraiment. Alors, vraiment. Anissa, je ne sais pas comment, par quel miracle. vous avez échappé Oui. à ça. Anissa, restez avec nous parce que justement, il y a beaucoup de questions. Et vous posez des questions ce soir en direct sur BFM TV. Et Maxime, la justice va devoir répondre à ces questions. Parce qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu cet incendie? Exactement, il y a toujours une enquête ouverte pour dégradation volontaire ayant entraîné la mort. Alors volontaire, ça donne l'impression qu'on a déjà établi que l'incendie avait été provoqué volontairement. En réalité, c'est pas le cas dans ce genre d'enquête. On ouvre toujours au plus large pour ensuite réduire en fonction des éléments de l'enquête. On sait déjà, ce qu'on sait, c'est que le feu est parti du rez-de-chaussée. On n'a pas retrouvé d'éléments de produits inflammables, de produits d'essence, de gaz qui auraient pu provoquer le feu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas volontaire. Il y a toujours d'autres moyens d'allumer le feu. On sait que c'est parti du rez-de-chaussée où visiblement il y avait des jeunes qui étaient des dealers, pour certains en tout cas, selon les habitants et les différents témoignages. Donc voilà, les enquêteurs ils continuent d'enquêter, ils veulent essayer de déterminer ce qui a pu se passer. Est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est criminel? En tout cas, l'enquête devra le déterminer. On ne sait pas si déjà des jeunes présents ce soir-là ont été entendus. On sait que le soir même de l'incendie, il y avait d'autres dealers qui avaient été arrêtés à proximité. On ne sait pas trop où ils en sont. En tout cas, les enquêteurs continuent pour essayer de déterminer qu'est-ce qui a pu causer ce terrible drame. Et puis il y a la question effectivement du relogement des victimes. Anissa en parlait. Je voudrais, Anissa, vous faire entendre ce que disait ici même hier soir sur BFM TV le député du Rhône, Alexandre Vincendet, sur le relogement des victimes de cet incendie. 38 familles à peu près, soit un peu plus de 80 personnes, sont dans un internat. Il y a une course contre la montre qui est aujourd'hui lancée par les services de l'État, la mairie de Vaux-en-Velin et la métropole de Lyon, parce qu'il faut pouvoir les reloger avant la rentrée scolaire. Il y a une enquête sociale qui a eu lieu très récemment, et aujourd'hui, il y a à peu près 80 logements sur l'agglomération lyonnaise qui vont être proposés à ces 38 familles pour leur trouver des solutions pérennes le plus rapidement possible d'ici la fin de la semaine. Voilà, d'ici la fin de la semaine, Anissa. D'accord, j'entends. Alors, moi, je vais vous dire clairement que ça m'étonne un peu que les choses soient réalisées en temps et en heure, parce que l'échéance approche et pour l'instant, personne n'est parti. Donc, vous êtes toujours dans cet internat du lycée Frédéric Feiss de Villeurbanne? Je sais que... Ah oui? Oui, oui. J'y suis toujours et ça devient pesant et difficile. Et je vais vous dire, on nous a proposé hier un appart-hôtel. On a catégoriquement refusé parce que j'ai des enfants. Je ne peux pas non plus continuer de passer d'un endroit à l'autre. J'aimerais bien quand même qu'on prenne en considération l'ampleur de cette situation.
le degré de souffrance que nous avons vécu. Et un appart-hôtel, enfin, c'est quelque chose qui est inenvisageable. Alors je sais que j'ai Dans un premier temps, peut-être. 4 enfants et que c'est difficile peut-être de... Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des logements vacants et que je n'ai pas eu de proposition. Voilà. Je sais que d'autres personnes ont eu des propositions, mais pour ma part, j'en ai pas eu. Vos enfants, qui ont été témoins de ce qui s'est passé ce soir-là, cette nuit-là, comment vont-ils tout d'abord? Sont-ils aussi écoutés par une psychologue ou un psychologue? Comment ils s'occupent aussi? Comment ils essayent finalement de reprendre une vie normale? Alors, on a de la chance quand même d'avoir des animations qui sont mises en place et qui permettent à nos enfants de penser à autre chose. Ça c'est super. Vraiment, c'est bien, parce que c'est des bonnes animations qui sont mises en place en plus. Donc, je pense que ça les aide aussi à ne pas penser. Et par rapport au côté psychologique, on n'a pas de soutien pour les enfants. Quel message vous avez envie de lancer? Peut-être un appel ce soir, profitez de votre présence ce soir en direct sur BFM TV. Alors, si j'ai un message à faire, ce serait quand même que on puisse essayer de trouver, vous l'avez dit tout à l'heure, des solutions pérennes de relogement. C'est la priorité. Vraiment, on aura le temps d'amener les enfants chez le psy ou de nous-mêmes consulter. Ou on pourra toujours se reconstruire. Mais sans un logement adéquat qui puisse nous apporter un confort minimum, on sera conscient qu'on est dans l'abstrait. Appart-hôtel, un appart-hôtel, je veux dire, c'est pas une solution pérenne. C'est encore une problématique qui va se poser à nous parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est important pour vous, Anissa, c'est important pour vous, Anissa, de savoir aussi ce qui s'est passé. Mais bien évidemment, le jour où on saura véritablement comment est parti ce feu, qui sont les responsables, est-ce qu'il y a un procès qui est intenté à quelqu'un dans cette affaire pour dénoncer les conditions dans lesquelles on vivait, peut-être que ça pourra nous aider aussi à nous apaiser, parce que moi, je rumine ça. Intérieurement, je me dis, mais comment c'est possible qu'en France, en 2022, on puisse vivre de cette manière? On ne peut pas laisser un immeuble comme ça. Si je vous dis que je payais 900 € par trimestre d'appel de fonds, de demande de provision, pour vivre dans ces conditions, c'est un scandale. C'est un scandale. L'administrateur judiciaire, M. Ménet, qui se défend d'avoir fait quoi que ce soit ou d'avoir manqué à quoi que ce soit, je veux dire, eh bien, j'espère qu'il saura justifier où est passé l'argent, parce que nous avons payé des charges très lourdes. Et vous pouvez constater l'état de cette copropriété. C'est pas normal. Je suis désolée, mais à un moment donné, il va falloir justifier. Les relevés de compte de charges sont là, les factures. On peut tout décortiquer, on peut tout éplucher et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça peut nous permettre aussi de nous apaiser. Moi, je
Je payais très cher, monsieur, je vais vous le dire. Hein. C'est une somme importante. Quand on est copropriétaire, c'est normal de payer des charges, je le conçois, mais pas autant. Surtout quand aucun frais n'est engagé, aucun entretien n'est fait. On n'avait même plus d'interphone, on avait des fils électriques arrachés de l'interphone. Un gamin, un môme aurait pu bidouiller les fils électriques et s'électrocuter. Tout le monde s'en fichait. L'administrateur judiciaire, il se vantait d'être désigné par un juge. Il nous disait lors de l'Assemblée générale l'an dernier qu'il avait une mission, que sa mission c'était de relever les comptes de la copropriété qui était en déficit. Mais je ne pense pas que le juge lui ait donné cette mission au détriment de l'entretien de l'immeuble. Alors Anissa. oui, il a réussi à faire... oui. Non, mais Anissa, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de témoigner ce soir sur BFM TV. 10 jours après le drame, hein, je rappelle le bilan terrible de cet incendie à Vaux-en-Velin, 10 morts dont 4 enfants. Et ces questions qui restent sans réponse et des réponses qui seront sans doute judiciaires. Merci Anissa en tout cas d'avoir été en direct avec nous et merci à Arthur Blais qui a assuré ce duplex pour BFM TV.